de quitter le territoire dominicain. En France, l'éboulement d'une falaise à Varengeville-sur-Mer, près de Dieppe, en Seine-Maritime, a fait un mort, un retraité parti à la pêche. Et malgré l'interdiction d'approcher la zone, des badauds se rendent sur place sans prendre la mesure du danger. Reportage Jérôme Garot, Bénédicte Poirier et Joachim Montero. Le corps du promeneur porté disparu a été découvert en fin de matinée. La victime avait été en partie ensevelie par l'éboulement de cette falaise hier à 14h30, puis emportée par la marée. Cette nuit, la marée haute est venue lécher les premiers éboulis et repartie avec des éboulis et le corps. Et la mer a rendu le corps à l'occasion de la marée montante ce matin. Son décès est dû à la chute des pierres de la falaise. L'homme, un retraité parti pêcher à pied, était pourtant à plusieurs dizaines de mètres de cette falaise. Un arrêté municipal interdit la circulation le long de la côte. Il a été renforcé. La mesure n'empêche pas les promeneurs de venir. On voit les gens même qui viennent à la plage et qui se mettent sous les falaises avec des familles. Et en effet, certains n'ont pas conscience du danger, comme ces touristes rapidement prévenus par la police. Quand on n'est pas habitué, c'est vrai qu'on se dit que c'est pas dangereux, quoi, quand on n'est pas du coin. Toute la journée, des rondes de gendarmes vérifient que les règles de sécurité sont respectées. Mais la surveillance totale de la plage est impossible. Il y a les grandes marées qui commencent cette semaine. On annonce du beau temps. On doit forcément se réjouir du beau temps. Donc on va avoir un afflux de population. Je suis quand même très inquiet. Sous l'effet de l'érosion, toute cette côte recule depuis plus de 20 ans. Mais avec les récents orages, ces immenses blocs de calcaire sont encore davantage fragilisés et instables. Prudence aussi sur les routes en ce week-end du 15 août. Les calcaires sont encore davantage fragilisés et instables. Prudence aussi sur les routes en ce week-end du 15 août. Sur l'autoroute de Normandie, l'A13, pas de jour férié pour les patrouilleurs. Une tour de contrôle veille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la sécurité des automobilistes. Chaque détail compte et en ce jour de chassé-croisé, la rapidité d'intervention est essentielle. Pauline Lefrançois, Émilien David. Journée sous haute surveillance. Samedi rouge sur l'autoroute A13 en Normandie. Plus de 70 000 véhicules circulent. Ce n'est pas un jour comme les autres pour ce patrouilleur de la route. Il a l'œil sur tout. La bande d'arrêt d'urgence, le terre-plein central, rien ne lui échappe. Tout en surveillant la circulation dans les deux sens, je m'assure aussi qu'il n'y ait pas un objet sur les voies ou contre le mur. Donc en l'occurrence, j'ai pu apercevoir un objet tout à l'heure. L'objet est bien sur la route. Frédéric doit aller vite, mais surtout se protéger. Les voitures roulent à 130 km/h. Il se faufile pour ramasser ce morceau de pare-choc. Bon, c'est petit, mais c'est relativement assez léger. Donc avec les déplacements d'air, c'est susceptible de partir sur les voies. Et une voiture qui roule dessus, bon, ça peut créer un accident. La route est maintenant sécurisée. Frédéric avertit ses collègues. Ouais, Eric, c'est bon, l'objet est ramassé au 115 400 101. Ok. Au bout du fil, la tour de contrôle de l'autoroute. Le trafic routier en direct sur 30 écrans, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les ralentissements, les véhicules en panne. Ces opérateurs savent tout ce qui se passe. Thibaut, lui, reçoit les appels d'urgence. Est-ce que vous avez une roue de secours? Il y a un camping-car qui vient de tomber en panne donc sur la 13. Il a crevé une de ses roues. Donc il m'a donné sa plaque d'immatriculation, son numéro de téléphone. Je vais appeler un dépanneur et puis le dépanneur va se rendre sur place. Pour ce chassé-croisé, le personnel a été renforcé pour surveiller les 400 km de l'autoroute. Un travail invisible pour les vacanciers, mais indispensable pour leur sécurité sur la route. En ce 15 août, les catholiques célèbrent l'Assomption de Marie, la montée au ciel de la Vierge. En France, cette journée a été l'occasion pour l'Église de réaffirmer son soutien aux chrétiens d'Orient persécutés. À midi, à l'image de la cathédrale Notre-Dame de Paris, toutes les cloches de France ont retenti pour eux. La communauté des chrétiens d'Irak qui vit à Sarcelles dans le Val d'Oise est aujourd'hui désespérée par le sort de ceux qui sont restés au pays. Reportage Anaïs Barthes, Christian Barthès et Pascal Delporte. Arrivée d'Irak il y a seulement 3 mois, la famille Baksas a fui sa ville, tombée aux mains de Daesh.
Nous sommes très tristes aujourd'hui, car lorsque nous étions à Karakosh, quand il y avait des grandes fêtes comme l'Assomption, c'était la fête dans toute la ville. Nous nous réunissions avec toute notre famille, ça n'est plus possible. C'est très important qu'on soit ici en France pour nos enfants. Nous pourrons les élever librement. Depuis un an, près de 200 Irakiens ont trouvé refuge dans le Val d'Oise, comme ici à Sarcelles. L'église chaldéenne de Saint-Thomas apôtre accueillait ce matin 800 fidèles, venus prier en araméen pour les chrétiens d'Orient. Dans certaines villes et villages, les cloches n'ont pas sonné depuis un an. Aujourd'hui, on va sonner les cloches plus longtemps que d'habitude pour dire, voilà, les cloches aujourd'hui sont pour vous. Une messe très particulière, notamment pour Georges. Ce diacre arrivé de Mossoul il y a 2 semaines est un miraculé. Pour moi, c'était impossible de vivre ces commémorations. J'étais en danger de mort face à Daesh. Maintenant, je suis heureux de pouvoir vivre ma foi ici, dans cette église, car je n'imaginais pas que cela serait à nouveau possible un jour. Selon la Croix-Rouge, 500 000 réfugiés, pour la plupart chrétiens et yézidis, auraient déjà fui l'Irak et la Syrie. Et ce sont des chrétiens d'un tout autre genre, en blouson de cuir et en soutane, qui ont transformé aujourd'hui la petite cité bretonne de Porcaro en capitale des motards. Comme tous les ans, depuis près de 40 ans, le pèlerinage de la Madone des motards rassemble 20 000 personnes qui viennent se mettre sous sa protection. Sur place, Lilia Hassen, Antoine Pocry et Bruno Chastagnier. Tintement de cloches et vrombissement des moteurs. Tous les 15 août et depuis 37 ans, c'est le même rituel à Porcaro, le village des motards. Que le Seigneur te bénisse, toi et ta moto, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Que la Madone te protège et veille sur toi tout au long de ta route. Et souviens-toi, sois prudent. Et aujourd'hui, ils étaient plus de 20 000 à demander la bénédiction de Fatima, la Madone des 2 roues. C'est ma première année de permis moto, donc protection du ciel de la Madone. Ne pas risquer l'accident et puis espérer passer entre les gouttes, comme on dit. Ce pèlerinage, un temps de prière le jour de l'Assomption de la Vierge. Mais c'est aussi l'occasion de se réunir et de rencontrer d'autres passionnés du guidon. Pour le rassemblement, pour voir les copains, pour se retrouver. Bénir la moto et les motards et motardes. J'aime cette ambiance de motard et puis aussi le côté religieux, ça fait communion. Mais derrière la fête, tous ont à l'esprit les dangers de la route. 105 motards ont ainsi perdu la vie le mois dernier. Aujourd'hui, à Porcaro, beaucoup pensent à leurs proches récemment disparus. J'ai amené la photo d'un copain qui est décédé en moto, je l'ai mis dans la chapelle. C'est pas parce qu'on est béni qu'il faut être inintelligent. Il ne faut pas mettre notre vie, celle des autres, en danger, évidemment. Un appel à la vigilance qui est la devise de la Madone des motards. Souviens-toi, sois prudent. Et aujourd'hui, à Rome, le pape a adressé ses prières à la population de Tianjin en Chine, frappée il y a 3 jours par une série d'explosions qui ont fait au moins 104 morts. Le bilan a doublé depuis hier. Et dans la crainte de voir se propager des composants chimiques très toxiques, les habitants de la zone auraient été évacués. Une évacuation étrangement démentie par les autorités chinoises. Romain Gouachon. Au milieu des ruines, ces pompiers rendent hommage à un de leurs collègues victimes des explosions de mercredi. Le bilan provisoire est de 104 morts, dont une vingtaine de pompiers. Ce matin, les secouristes ont également retrouvé un rescapé après 3 jours passés dans les décombres. Munis de masques à gaz et de combinaisons, ces équipes se protègent contre des risques chimiques. La présence de cyanure de sodium, un produit qui peut être mortel en cas d'inhalation ou d'ingestion, a été confirmée par la police sur le site. Selon des médias officiels chinois, les autorités auraient procédé ce matin à l'évacuation de plus de 6000 habitants sur un rayon de 3 km autour de la zone de l'accident. Mais cet après-midi, les responsables locaux créaient la confusion lors d'une conférence de presse. L'information selon laquelle des populations auraient été évacuées sur un rayon de plusieurs kilomètres est inexacte. Il n'y a eu aucun plan d'évacuation et personne n'a été déplacé. Révoltés par le manque d'informations claires, des familles de pompiers portés disparus ont protesté aux portes d'une conférence de presse,
restées closes à leurs revendications. Quant aux causes de la catastrophe, elles restent encore ce soir à déterminer. Et maintenant, la face sombre de la Méditerranée. Plus de 300 migrants ont été secourus aujourd'hui par la marine italienne, mais au moins 40 autres ont été retrouvés morts asphyxiés dans la cale d'un bateau surchargé au sud de la Sicile. Cette île est la terre d'arrivée de nombreux migrants. Nos envoyés spéciaux Julien Beaumont, Iker Zabala et Natalia Mendoza sont allés à leur rencontre. Certains ont été littéralement adoptés par des familles siciliennes. D'autres sont hébergés dans un centre, le plus grand d'Europe. Un reportage rare, regardez. Ils sont maintenant sur toutes les photos de famille. Mohamed et Aladji étaient mineurs quand ils ont débarqué en Sicile il y a 2 ans. Quelques mois après, ces 2 musulmans ont été accueillis dans cette famille catholique. Giuseppe et Rosaria D'Amico se sont occupés de tout. Études, travail et papiers provisoires. Je me souviens de ce que j'ai vécu en Libye. Tu vois, ici, c'est la marque d'une bombe qui a explosé à côté de moi. Dans cette famille, j'ai l'impression de renaître. J'ai trouvé quelqu'un qui m'accueille comme son fils, qui me conseille, qui me donne à manger, qui m'habille. Les exemples comme celui-ci sont très rares en Sicile, mais Rosaria ne regrette pas son choix. Il m'appelle maman, pour qu'on soit comme une famille, pour être plus proche. Moi c'est maman, et là, il y a papa. Les 2 garçons peuvent profiter des plages siciliennes ou travailler, une exception pour les migrants. Nous voici dans le plus grand centre d'Europe, d'anciens logements pour soldats américains réhabilités. Une petite ville, 3000 personnes en ce moment, tous sont arrivés par la mer. C'est notre chambre, c'est derrière ici. Fessa la dame connaît les lieux par cœur, déjà 5 mois qu'il vit ici. Ici, par une chambre, on est presque 4 dans une chambre. On a la maison combien? On est presque 15 Somaliens, je crois. Mais il y a un Nigérien qui habite avec nous. En tout, une vingtaine de nationalités dans ce camp. Vivent ici ceux qui n'ont pas réussi à s'enfuir à leur arrivée en Italie. Ils sont où les autres qui étaient avec vous dans le bateau? Mais les autres, ils sont tous partis pour rentrer les autres pays dans l'Intereurope. Le centre propose des cours d'italien. Et beaucoup parlent déjà la langue, car il reste 14 mois en moyenne. Mais la durée de séjour s'allonge. La commission est submergée par le nombre de demandes d'asile politique. Elle étudie tous les dossiers et 9 fois sur 10, le résultat est négatif. C'est ce qui vient d'arriver à ce groupe. Ils doivent quitter le camp, mais pas l'Italie, car ils ont déposé un recours. Le tribunal va examiner leur cas, 2 ans d'attente pendant lesquels ils pourront aller où ils veulent, notamment à Calais. Je vais aller voir ma famille à Milan. Ils pourront s'occuper de moi, me trouver un job. Parce que là, ils m'ont dit que les papiers, c'était négatif. Connaître quelqu'un chez qui aller, une chance, car ceux qui n'ont pas de famille se retrouvent dans la rue, nourris par la soupe populaire. En 2006, quand est né notre centre, nous servions 50 repas par jour. Aujourd'hui, en 2015, nous sommes à plus de 400, du lundi au dimanche. Pour l'instant, les habitants continuent de donner à cette association caritative, mais pour combien de temps? Les clandestins, on les voit traîner partout, et certains en profitent. Ils les font travailler dans les champs, ils les exploitent. Déjà pour nous, il n'y a pas grand-chose. Et maintenant, on doit donner aux autres. Alors même que la Sicile est la région la plus pauvre d'Italie. Ici à Pozzallo, en moins d'1 an, ce sont près de 30 000 migrants qui sont arrivés. C'est bien plus que la population de ce port du sud de la Sicile. Face à ce phénomène, le maire est désemparé. Non seulement il ne sait plus où stocker les bateaux des migrants, mais surtout, il n'a plus aucune solution à proposer en termes d'hébergement si d'autres personnes arrivent encore. Et non loin de là, la Grèce peut espérer toucher dans les prochains jours le premier versement du nouveau plan d'aide international de 86 milliards d'euros. Les ministres des Finances de la zone euro ont donné leur feu vert hier soir à Bruxelles. Une Grèce plus que jamais sous surveillance. De nouvelles taxes sont créées, les avantages fiscaux aux îles grecques supprimés, les privatisations relancées. La dette d'Athènes s'élève à 350 milliards d'euros. En France, en ce week-end du 15 août, vous êtes encore nombreux à partir en vacances. 50 milliards d'euros. En France, en ce week-end du 15 août, vous êtes encore nombreux à partir en vacances. Mais beaucoup de patrons de toutes petites entreprises ne peuvent pas en prendre.
en raison des charges trop lourdes ou d'une activité particulièrement dense pendant ces 2 mois d'été. Jérôme Garot et Claire Delattre sont allés à leur rencontre. 38 degrés à l'ombre et les machines tournent à plein régime. Les vacances en été, cette chef d'entreprise n'y pense plus. Le mois d'août est un moment stratégique dans l'année. C'est un mois important pour l'entreprise parce qu'il nous permet d'engranger une trésorerie pour résister pendant l'hiver où là l'activité est nettement inférieure. Brigitte co-dirige cette société de 4 salariés. Comme elle, un tiers des patrons de très petites entreprises ne part pas en vacances l'été. Les salariés, eux, se relaient pour prendre leur congé. Les raisons, un contexte économique difficile, des commandes à préparer pour la rentrée et des clients bricoleurs à satisfaire. Ici, en général, c'est ouvert tous les vacances, donc on trouve. Puis leur gamme est assez large, donc on trouve en général tout ce qu'on a envie. On a fait le pont du 14 juillet parce que, comme on ne prend pas beaucoup de congés, on s'est octroyé ce lundi et ce mardi. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont dit ah oui, quand même, vous auriez pu ouvrir. Même impératif dans cette entreprise de terrassement. La construction de cette salle doit être terminée pour son ouverture en septembre. Pour ce client, la présence du patron sur le chantier est nécessaire. Il y a toujours des décisions à prendre, il y a toujours des choses. On ne connaît pas le métier, c'est son métier. Donc il est toujours là pour nous conseiller, nous guider dans les travaux. 11 jours en été, c'est la durée moyenne des vacances de ces petits entrepreneurs, à la fois patrons et travailleurs. Mais quand l'entreprise est en difficulté, les congés sont inexistants. On est dans une conjoncture économique difficile, on est à la recherche de nouveaux clients en permanence, on suit nos affaires le plus possible et on laisse rien passer, quoi. Si vous pouviez partir en vacances, là, vous le feriez ? Je pense pas, dans le sens où ça serait pas vraiment des vacances, j'aurais à mon avis trop la tête dans le travail. La France compte plus de 2 millions de petites entreprises comme celle-ci. Leur chiffre d'affaires représente 10% du PIB français. Mais si vous êtes en vacances et que vous profitez de votre temps libre pour lire, peut-être en avez-vous emporté un exemplaire avec vous. Les livres de vulgarisation scientifique rencontrent cet été un grand succès. Simples, drôles, parfois très inattendus. Ils ont en commun la volonté d'expliquer le plus simplement du monde ce qui se passe dans notre corps, dans nos organes, dans nos cellules. Caroline Bell et Antoine Pocry nous mettent à la page. C'est sur les drosophiles, les pingouins nécrophiles. Biologie, physique, biomécanique, Marion Montaigne se passionne pour tous les sujets scientifiques. Auteure de bande dessinée, elle a fait de leur vulgarisation un métier. C'est d'abord beaucoup de lecture, je prends beaucoup d'annotations, je les rassemble dans des cahiers que j'accumule. Et quand je commence à avoir des idées de gags, là je commence à dessiner. Des gags dont elle a déjà publié 3 tomes, racontant les exposés du professeur Moustache. Le ton délirant, l'humour décapant, évoque de vrais programmes de recherche. L'auteur soumet parfois ses planches aux scientifiques qu'elle a rencontrés. J'essaie de reformuler ce qu'ils disent, mais de manière imagée, avec par exemple des cellules qui portent des jupes ou des choses comme ça. Eux, évidemment, ils font voilà. Donc je suis une sorte de pont entre les deux, entre ceux qui ne connaissent absolument rien et les super spécialistes qui a beaucoup de mal à vulgariser de peur de ne pas être exact. Voilà qui explique certainement le succès de ses livres en librairie, tout comme celui de Julia Anders. En fin d'année de médecine, cette jeune Allemande a osé parler de l'intestin sans tabou. Tout d'abord dans ce concours de jeunes scientifiques. Comme je vous l'expliquais, le sphincter repère à l'extérieur. Là, nous sommes en plein concours scientifique. Est-ce que je peux lâcher un petit peu? Un petit, tout léger. Sa prestation rencontre un tel succès qu'un éditeur la convainc d'en faire un livre, vendu à 1 million d'exemplaires en Allemagne et déjà 600 000 en France. C'est la première fois, je crois, qu'on traite de ce sujet-là de façon aussi décomplexée, néanmoins édité par un éditeur très sérieux. Là, je pense que c'est un cas d'école, quoi. Et les thèmes à vulgariser sont innombrables. Ils envahissent aussi les rayons jeunesse des librairies. Et maintenant, découvrons l'envers d'un décor. Chaque week-end, nous vous emmenons dans des coulisses, aujourd'hui dans celle de l'un des marchés de Provence les plus animés, celui de la petite ville d'Apt, près de Cavaillon. Nous avons suivi l'apiculteur, le régisseur, le maraîcher dès 6 h du matin. Antoine de Pressigou, Antoine Pocry et Thierry Juppé ont fait leurs courses.
6 heures du matin. Le soleil se dévoile à peine. André, l'apiculteur. C'est un peu physique, non? Ah, c'est beaucoup physique. C'est pour ça qu'on prend du muscle. Hervé, le maraîcher. Policiers municipaux ou régisseurs. 2, 3, 4. Tous sont les acteurs d'une pièce jouée chaque semaine dans cette petite ville du Vaucluse. Bonjour Jean-Claude, ça va? Ça va. André produit du miel depuis plus de 30 ans. Le marché d'Apt représente un tiers de ses ventes. Il est toujours l'un des premiers arrivés. Il vaut mieux venir un peu plus tôt, on travaille à la fraîche déjà, et puis on est tranquille, on gêne personne et on est gêné par personne. Avant de garnir les étals, le miel est préparé en amont. Sentez-moi ça. À 50 km de là. Plusieurs fois par semaine, André et sa femme doivent remplir, étiqueter et emballer 150 pots de miel. C'est un produit alimentaire, il faut être très propre, il faut que ce soit bien fait. Vous ne pouvez pas aller au marché avec des pots qui collent, il faut un certain ordre. C'est parti! Contrairement à l'apiculteur, de nombreux marchands n'ont pas d'emplacement fixe. Pour les installer, Régis, le régisseur. Cortez, combien il faut? 4 mètres 4. 4,50. Alors 1, 2, 3, 4. Chaque mètre coûte 5 € aux commerçants. Cet ancien légionnaire doit placer jusqu'à 200 personnes certains samedis. Le tout en à peine 45 minutes. Mieux on est placé, c'est-à-dire dans le passage des gens, mieux c'est. Donc voilà. Il faut un peu de pression parfois. Ouais, il faut. Ah non, mais là il faut s'imposer, sinon ça marche pas. Hein. Là il faut être carré. Il est 10 h. Le marché s'étale maintenant jusque dans les ruelles de la ville. Il fait déjà plus de 30 degrés. Hervé, le maraîcher, est debout depuis 5 h du matin. C'est avec ça qu'on tient. Un marché peut lui rapporter jusqu'à 500 €. Ses légumes sont appréciés. Ils viennent tous de son jardin. Mais pour vendre 100 kilos de fruits et légumes chaque samedi, Hervé passe 40 heures par semaine dans son potager. C'est un travail éprouvant qui demande beaucoup de temps de cueillette, de conditionnement. Mais une fois qu'on est sur le marché, c'est super. L'été, plus de 20 000 personnes fréquentent le marché d'Apt. C'est 10 fois plus que l'hiver. Monsieur, bonjour. Police municipale, monsieur, je viens contrôler les documents administratifs, s'il vous plaît. 5 policiers patrouillent dans les rues de la ville. Ce matin, 2 hommes les intéressent. Il faudrait du repérage et suivre les personnes âgées quand elles vont retirer au distributeur. Quelques minutes plus tard, les 2 suspects sont chassés du marché. 14 h. Il faut aller vite. Les commerçants doivent ranger leur matériel en quelques minutes dans la joie ou la mauvaise humeur. Oh Xavier, tu bouges ta voiture ou je la bouge? Sérieux là? Ouais, c'est souvent comme ça là. Ah là, c'est souvent. Souvent, on ne sait même pas quelle heure on remballe, on arrive, tout le monde se pousse, c'est affreux. Au total, 3 tonnes de cartons et de polystyrène partent à la poubelle. En quelques minutes, 3000 litres d'eau non potable sont utilisés pour le nettoyage. Et comme si rien n'avait eu lieu durant cette matinée, tout doit disparaître. Et partons maintenant dans un camping pas comme les autres, loin des mobil-homes climatisés dernier cri. Et partons maintenant dans un camping pas comme les autres, loin des mobil-homes climatisés dernier cri. Certains vacanciers préfèrent jouer la carte du retour aux sources. Ils louent des caravanes des années 60-70. Plus spartiate, mais aussi plus authentique, le camping vintage offre une ambiance délicieusement nostalgique. À Avoise, dans la Sarthe, Julien Roux et Marie Demarque ont regardé dans le rétro. C'est un voyage unique pour une destination lointaine. Imaginez-vous 50 ans en arrière, dans cette machine à remonter le temps. Une Coronette de 1965. C'est là que Mousse, Pia, Elma et Selma vont passer une partie de leurs vacances. Une grande première. Un petit placard à malice. Bon, c'est sympa, ça vous plaît hein? Une famille un peu perdue dans ce nouvel espace hors du temps. Ce qui était rigolo, c'est d'avoir un côté un peu kitsch dans ces vacances. Pour les filles, complètement atypique parce que c'est une époque qu'elles ne connaissent pas. Et nous, c'est retrouver un peu notre enfance. Retrouver des plaisirs simples au bord de la Sarthe. Dans ce camping rétro, c'est Jean-Michel qui donne le tempo. Ancien travailleur social et bricoleur passionné, il restaure ces vieilles dames. Sa dernière acquisition vient tout droit de 1967. Une caravane sur laquelle il y a eu un problème d'étanchéité extérieure. Cette caravane, je l'ai rachetée à un particulier et je suis allé la chercher jusqu'à côté du pont de Millau. Donc ça a été un périple de 1500 km pour moi. Et voilà le résultat. Après 600 heures de travail, cette caravane louée 50 € la nuit, investie par Sandrine et ses filles. Objectif,
tenter de déconnecter. On a besoin d'ordi, on a besoin de tablettes, on a besoin de téléphone, on ne peut plus se passer de rien. Et aujourd'hui, c'est intéressant de démontrer aussi à nos enfants qu'on peut faire aussi bien avec des choses simples. Verdict, après 48 heures dans les années 60. Ça va. Tu joues beaucoup à l'ordi quand même. Ouais. Une plongée dans le passé pour mieux profiter du moment présent en toute simplicité. Et pour certains adolescents, ce sont les premières vacances sans les parents. Une liberté au goût de nouveauté, un rêve un peu égoïste, une indépendance festive. Les premières vacances sans les parents. Une liberté au goût de nouveauté, un rêve un peu égoïste, une indépendance festive. Mais sont-ils si heureux sans nous ? Grâce à notre équipe d'enquêteurs hors pair, Astrid Mesmorian, William Wilmin et Alain Simonet, vous allez tout savoir de la vie secrète des ados. Et si notre immersion dans cet univers adolescent était le fruit d'un complot parental ? Qui sait ? L'espionnage est tentant. Car pour la première fois, ces jeunes sont en vacances sans leurs parents. T'as bien dormi ? Il est 11h30. Le beau, c'est ton père qui te parle. Je suis ta mère. Et voici tout ce que nous avons toujours voulu savoir sur un mobil-home d'ado sans jamais oser le demander. Désolé, mais c'est le bordel. C'est les parents, normalement ça serait tout bien rangé. Donc nous on mange à notre faim, on ouvre le frigo, mais bon, il n'y a pas beaucoup à manger parce qu'on boit plus que manger. Je démonte. Il était malade. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, on a appelé sa mère, ma mère, les parents Méline. On a appelé tout le monde parce qu'il avait des crampes au niveau des abdos et tout ça. Et on savait pas du tout quoi faire. Ça part vite l'argent. Mais oui, mais maman, on a fait plein de trucs. Ah oui, non mais t'inquiète pas, t'es pas désolé. Pour les parents absents, apprendre à faire confiance. Pour les jeunes, bien présents, gérer la liberté naissante et grandir par le voyage, c'est l'enjeu de ces vacances. Sortir sans devoir demander aux parents, je vais pouvoir aller prendre ma douche si je veux prendre ma douche à minuit, pouvoir prendre la douche à minuit au lieu de la prendre à 6h avant de manger. Ah ouais, on gagne de la confiance quand même. Et toutes les tâches ménagères, tout ça, on se sent plus grande quand même. Quand je vais parler à un garçon, j'ai toujours mes parents qui me regardent avec un petit message, qu'est-ce que tu fais, c'est qui, raconte. Ça va faire un vide sans eux. Et après retrouver les parents qui vont nous fixer les règles, ce sera pas pareil. Un peu plus d'espace pour approfondir des amitiés, faire des confidences, se découvrir. Aiguiser son regard loin du quotidien. Ça aurait été peut-être un peu plus équilibré avec les parents, non? Arrêter le resto? Quelque chose de plus familial? Là, c'est à la va-vite. Tu es belle comme la papaya. Les parents leur manquent, mais il fallait sans doute l'absence pour l'éprouver. L'actualité sportive, c'est d'abord un retour triomphal au pays pour les héros des derniers mondiaux de natation en Russie. Florent Manodou et Camille Lacour sont ovationnés à Chartres, où se déroule jusqu'à demain la manche française de la Coupe du Monde. Jean-Marie Bakayoko, Maude Gatineau et Mélanie Duquesne ont fêté ça avec eux. Oui, allez vite là. Il a rendez-vous, dépêchez-vous. Ouais. C'est le revers de chaque médaille. Pour Florent Manodou et Camille Lacour, difficile de faire un pas sans être arrêté par leurs fans. Une semaine après leurs titres mondiaux,
Ils sont venus par centaines fêter les héros de Kazan. J'aime bien Camille Lacour. Dernière compétition de la saison et dernière victoire avant les vacances pour Camille Lacour. C'était important pour le public français, ils ont fait le déplacement. Ils nous ont encouragés, ils nous ont suivis quand on était à Kazan. Donc voilà, c'est avec plaisir de nager devant ce public français, d'entendre crier avant d'entrer sur le bassin, donc c'est cool. Petite déception en revanche pour celle qui rêvait de voir Florent Manodou se jeter à l'eau. Mais on a appris que Florent Manodou, il pourrait pas nager avec son mal de dos. Tu veux un poster? Oui. Séance photo, signature d'autographe. Le triple champion du monde s'est tout de même offert un petit bain de foule. Ouais, ça fait très plaisir. Il est très beau. J'arrive pas à le prendre en entier. C'est vrai? Il est trop grand, c'est ça? Oh trop non, il est merveilleux, oui. Des champions populaires à l'aube d'une saison qui les mènera jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio. Et cap sur Rio, justement, où l'équipe de France de voile participe à partir d'aujourd'hui au Test Event, et cela 1 an avant les Jeux Olympiques. Il s'agit d'une semaine de régate. 300 athlètes de 55 pays sont en lice. Les Français qui ont fait le déplacement ne semblent pas préoccupés par la pollution marine, pourtant bien présente. Stéphanie Lebrun, Sébastien Dagaressa. Prendre un peu de hauteur avant de se jeter à l'eau et surtout en prendre plein les yeux. C'est du haut du pain de sucre que l'équipe de France de voile est venue admirer la baie de Guanabara, là où se dérouleront les épreuves nautiques dans 1 an. Les athlètes n'en reviennent pas de leur chance. Ça arrive qu'on se le répète sur l'eau, on est là, bon, quand même on est bien là. C'est un endroit qui est vraiment magnifique, donc ça donne envie encore plus d'être là pour les JO et puis de se battre, de faire le meilleur possible. C'est sûr que gagner une médaille ici, ce serait vraiment super, quoi. Pour nous, c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est le retour de la voile aux Jeux quelque part. À Pékin en 2008 et à Londres en 2012, on était très loin de la ville haute des Jeux Olympiques. Et cette fois-ci, on va être au cœur de l'action. Donc c'est vraiment un grand moment pour nous. On va vivre les Jeux Olympiques avec les autres sports. Il va y avoir toute l'émotion et des résultats qu'on attend. 15 coureurs ont été sélectionnés parmi les meilleurs du moment pour disputer les régates. Forte de ses succès durant la saison 2014, l'équipe de France croit en ses chances de médaille olympique. Les événements tests de cette semaine vont permettre aux athlètes de reconnaître les courants et les difficultés techniques de la baie. Si vous pouvez après nous mettre le ski. Mais pas seulement. La qualité de l'eau est une question qui inquiète toutes les fédérations. La délégation française relativise, mais elle va procéder à ses propres analyses. On saura au milieu du test event quelle est la qualité des eaux mesurée par les normes françaises. Mais franchement, ça ne nous inquiète pas. Nous, on vient là depuis 2013, on n'a pas de gros malades à déplorer. Ça, c'est la bonne nouvelle. On touche du bois, on espère que ça va continuer. Et on n'est pas inquiet pour ça. La baie de Guanabara, qui devait être dépolluée pour les JO, est un dépotoir. Les déchets domestiques et industriels, les égouts de la ville s'y déversent, bactéries et virus pullulent. Les eaux de la baie sont d'ailleurs interdites à la baignade depuis des années. C'est l'envers de la carte postale. Mais pour le moment, les athlètes français n'y pensent pas trop, concentrés sur leurs objectifs et leur rêve de médaille. Pour les plus jeunes d'entre vous, il est la star de l'été. Pour les autres, eh bien nous allons le découvrir ensemble. C'est le nouveau DJ français. Il s'appelle Feder et depuis le début de l'été, ce Niçois met le feu aux nuits de milliers de jeunes vacanciers. Alain Hamar et Eric Josset sont sur la piste. Feder, de son vrai nom Adrien Federiconi, fait vibrer des milliers de fans qui trépignent à l'entrée de la plage de Cannes sur de la deep house et des sons électroniques de sa composition. Il y a beaucoup de gens que je connais, oui, donc oui, il y a un peu de track, ouais. Quelques heures plus tôt, ce disque jockey de 28 ans, originaire de Nice, peaufinait sur son ordinateur dans un club du quartier la playlist de son concert pour l'ouverture des plages électroniques. Moi j'ai commencé, je pense comme tout le monde, c'est de geeker comme on dit sur internet pour après apporter mon univers. Ok. La Deep House, c'est un peu la nouvelle house où David Guetta et Martin Solveig ont été les précurseurs.
pas du tout que je suis Mozart, mais je pense que les musiciens ont envie d'exprimer des sentiments juste par la musique. Très jeune, Feder a voulu faire du son un métier. Il a commencé à mixer les musiques des autres avant de composer les siennes et de devenir numéro 1 en France et dans plusieurs pays d'Europe avec son tube Goodbye. Ok. Let me tell you the story. Ce soir-là, ils étaient plus de 10 000 à se trémousser sur ces mix. Des jeunes surtout, des amoureux, des passionnés, des inconditionnels qui lui ont fait une véritable ovation. Durant près de 2 heures, celui qui a décidé de marcher sur les traces de David Guetta a mis le feu à la croisette. Et c'est la fin électronique de ce journal. Dans un instant, le tirage du loto, la météo plus ensoleillée de Catherine Laborde, suivie de nos chers voisins. Place ensuite à votre série Les Experts. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 13h. Très bonne soirée à tous sur TF1. Une série